Alors que nous baignons dans un monde ultra connecté où la haute définition règne en maître, un genre particulier de narration horrifique fait trembler les écrans de millions d'internautes. Des images granuleuses, des interfaces désuètes, des programmes télévisés corrompus. L'analogue horror s'est imposé comme un phénomène fascinant de la création numérique contemporaine. Mais comment expliquer qu'à l'ère du 4K et des effets spéciaux photoréalistes, ce soit justement l'esthétique analogique datée, celle des VHS et des vieilles émissions télé, qui parviennent à nous glacer le sang avec une telle efficacité? La réponse se trouve peut-être dans ce paradoxe. Plus notre monde devient numérique et en haute définition, plus nous sommes hantés par les fantômes de ces technologies imparfaites d'une autre époque qui ont façonné notre rapport aux médias. Ce qui était au départ une simple expérimentation visuelle avec Local 58 et ses bulletins d'information cauchemardesques a progressivement évolué vers des œuvres narratives d'une complexité remarquable. Gemini Home Entertainment, qui commence comme une simple série de vidéos éducatives dérangeantes, se transforme en une fresque numérique terrifiante sur une invasion extraterrestre insidieuse. Et cette évolution narrative ne relève pas du hasard. Les créateurs d'Analogue Horror ont compris que derrière l'esthétique VHS et la distorsion des images se cachait un potentiel narratif inexploité. Les sauts temporels inhérents aux cassettes endommagées, les interférences mystérieuses, les messages subliminaux. Chaque défaut technique devient un outil narratif sophistiqué au service d'histoires de plus en plus ambitieuses. Ce qui m'a toujours fasciné dans l'horreur analogique, c'est sa capacité à transcender la simple nostalgie pour créer une inquiétante étrangeté profondément contemporaine. Ces créations ne se contentent plus de reproduire l'esthétique du passé, elles la subvertissent pour explorer nos angoisses modernes. Dans un monde où la déformation et les deepfakes brouillent notre perception du réel, l'analogue horror utilise paradoxalement ces artifices assumés pour questionner notre rapport à la vérité et aux médias. Et l'évolution du genre a atteint aujourd'hui un nouveau palier. Alors que les premiers succès de cette niche reposaient souvent sur des chocs visuels et des twists scénaristiques simples, nous assistons maintenant à l'émergence d'œuvres proposant des mythologies complexes et des univers narratifs richement détaillés. Des créations qui demandent aux spectateurs de devenir des enquêteurs, de décoder des messages cachés, de relier des fils narratifs dispersés à travers des fragments épars. Et c'est dans ce contexte d'évolution et de maturation du genre qu'émerge Valle Verde. Une œuvre qui pourrait bien redéfinir les frontières de ce qu'un projet d'analogue horror peut accomplir en termes de narration. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelques petites choses à vous dire. Déjà, désolé d'avoir tardé à vous sortir mon analyse de cette dernière partie de Valle Verde. Très clairement, il s'agit de la vidéo qui m'a été le plus demandée dans les commentaires. Genre, vraiment. Et je suis ravi de constater l'engouement du public français pour ce chef-d'œuvre qui vient totalement révolutionner le petit monde de l'analogue horror. J'avais déjà fait des vidéos d'analyse des 2 premières parties que j'ai mises dans une playlist dont le lien se trouve dans la description. Et bien évidemment, je vous invite très chaudement à vous rendre sur la chaîne d'Alluvium, où les vidéos originelles ont été postées. Allez regarder tout ça, donnez-lui de la force en commentaire et revenez ici pour qu'on analyse tout ça ensemble. Mais si vous n'avez pas le temps de tout regarder ou de re-regarder, je vais vous faire un rapide récap que vous pourrez zapper en utilisant les timecodes dans la description. Imaginez un instant que votre conscience puisse être transférée dans un jeu vidéo. Pas simplement voir ou contrôler un avatar, non, mais véritablement y exister. Vos pensées, vos sensations, votre être tout entier dans un monde virtuel. Et maintenant, imaginez que vous ne puissiez plus en sortir. Le 6 octobre 2022, une vidéo est postée sur YouTube, dans l'indifférence la plus générale qui soit. Son auteur, un vidéaste argentin dénommé Alluvium, y raconte que lors d'une promenade dans une zone reculée d'une forêt, il est tombé sur une statuette de la Vierge Marie. À ses pieds, quelque chose d'inhabituel. Un fil rouge émergeant d'une terre fraîchement retournée. Cette ficelle semble avoir été placée là intentionnellement. En suivant ce fil, Alluvium déterre une boîte métallique. À l'intérieur, soigneusement protégée, une mystérieuse cassette VHS. Et cette cassette contient les enregistrements d'une phase de test d'un jeu PlayStation qui n'a jamais été commercialisé, Valle Verde. Mais dès les premières secondes, quelque chose cloche. Un rapport apparaît à l'écran. Il mentionne l'utilisation d'un périphérique expérimental, le TH Brain.
Cet appareil ne se contente pas de lire les inputs du joueur, il se connecte directement à son cerveau. Les tests sont supervisés par deux hommes, Robert Setern et Pablo Gutiérrez. Deux noms qui reviendront hanter cette histoire. Au premier abord, Valle Verde semble être un jeu tout à fait innocent qui ressemble à une sorte de Animal Crossing. Le joueur arrive dans une petite ville paisible, dirigée par un maire nommé Foxo. L'ambiance y est légère, presque enfantine. Mais très vite, cette façade se fissure. Des anomalies commencent à apparaître, le monde se déforme, les dialogues deviennent incohérents. Et dans ces glitches, quelque chose de terrible se révèle. Des enfants sont piégés dans le jeu. Mathias, un jeune Argentin de 9 ans, dont l'avatar apparaît régulièrement, suppliant qu'on le libère. Chloé, une jeune Française dont la présence se manifeste au travers de symboles corrompus. Kazuya, un Japonais dont le modèle 3D a disparu et dont seule l'ombre persiste. Et enfin, Oliver, un mystérieux Irlandais dont les traces hantent les zones pourpres du jeu. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur les personnes qui ont réalisé les enregistrements des séquences du jeu présentées sur la VHS. Dans les premières parties, quelques petits éléments disséminés ici et là nous laissaient penser qu'ils ont été réalisés par deux individus chargés d'enquêter sur les anomalies de Valle Verde, Pablo Gutiérrez et Robert Setern. Lors de l'exploration du jeu, Pablo et Robert alternent les sessions. Robert, ne parlant qu'anglais, cède souvent sa place à Pablo lorsqu'une interaction linguistique en espagnol est nécessaire. Le joueur traverse ensuite des zones cauchemardesques représentant les 7 péchés capitaux. Des gâteaux gigantesques pour la gourmandise, des montagnes d'or pour l'avarice, et une mémorable séquence qui, je suis sûr, vous hante encore aujourd'hui pour la luxure. Au cœur de ce chaos numérique, une rencontre bouleversante. Note. Une intelligence artificielle terrifiée qui s'est volontairement isolée dans les recoins du jeu. Elle révèle au joueur avoir supprimé sa capacité à comprendre certaines langues, pour ne plus entendre les cris de détresse des enfants. Cette IA mentionne simplement une mystérieuse cérémonie avant de supplier qu'on la laisse seule. Pablo, une des personnes chargées de retrouver les enfants piégés, se rend rapidement compte que la corruption s'étend bien au-delà de Valle Verde. En effet, d'autres jeux accessibles via le TH Brain sont infectés. Tomb Raider, Angel Quest, Tarsis, etc. Et leurs univers se mélangent dans un chaos de plus en plus oppressant. Une entité démoniaque apparaît, rappelant Moloch, divinité antique assoiffée de sacrifices d'enfants. Elle semble contrôler Foxo et ses disciples, exigeant des offrandes. Et à chaque fois que le joueur se retrouve dans une situation critique, une sorte de message de Game Over s'affiche. Sur cet écran, il est possible de lire un avertissement obsédant. Le joueur va devoir rallumer sa console à une date précise, le 22 mars 1997. Et cette date ne semble pas avoir été choisie au hasard. Elle correspond au passage au plus près de la Terre de la comète Hale-Bopp, mais aussi au suicide collectif de la secte Heaven's Gate, dont les membres croyaient qu'un vaisseau spatial les attendait derrière la comète. Ou alors à la fête de Saint Nicolas Owen, protecteur des persécutés. Ce qui amène donc à cette troisième partie, qui risque non seulement de nous permettre de résoudre certains mystères, mais peut-être même de révéler une vérité plus terrifiante que tout ce que nous imaginions jusqu'ici. Une vérité qui nous forcera à nous interroger sur les limites entre technologie et spiritualité, et entre progrès et damnation. Le 25 juin 2024, Alluvium poste 2 nouvelles vidéos d'une durée de 32 minutes, les versions espagnole et anglaise du troisième enregistrement de Valle Verde. Regardons ça ensemble. Le joueur se retrouve sur la place du village et un encart nous informe que cet enregistrement a été réalisé le 16 mars 1997 à 16h37. Il y a une sorte de bruit mécanique dans cette zone que le joueur ne semble pas être en mesure d'identifier. En s'approchant un peu, il remarque que le bruit vient de Isaac, un robot que l'on a déjà vu dans les 2 premiers enregistrements et qui semble avoir été jusqu'ici épargné du mal qui ronge Valle Verde. Mais là, il semblerait que son modèle ne soit plus visible et que seul son ombre et les bruits qu'il fait subsistent. Alors, est-ce parce que dans ce jeu, les ombres sont des objets séparés des modèles, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Dur à dire pour le moment. Le joueur rentre alors dans le bâtiment et tombe sur le docteur Nitu. Un personnage que l'on avait aperçu dans les précédents enregistrements, mais avec qui il n'y avait pas eu beaucoup d'interaction. Sans trop que l'on comprenne pourquoi, le docteur Nito demande au joueur s'il est prêt à combattre et que son Isaac est prêt pour un affrontement. Le joueur accepte et c'est l'heure du combat.
Le joueur se met en garde, mais en face de lui, il n'y a qu'une ombre. Le modèle d'Isaac apparaît au sol sur quelques frames, mais semble déjà KO. Le joueur saute par-dessus l'ombre et se retrouve en dehors du terrain. Et le deuxième round se passe quasiment exactement comme le premier. Le joueur ne peut rien faire, et comme il n'y a pas de limite de temps au combat, il est obligé de sortir du terrain pour mettre fin à l'affrontement. Le Dr Nito dit alors au joueur qu'il a encore perdu et qu'il fera peut-être mieux la prochaine fois. Et puis, une anomalie. Le joueur se retrouve face à l'hydravion qu'il avait amené sur l'île de Debug-Shima au tout début du premier enregistrement. Il ouvre son menu, va dans les options et augmente la vitesse de rotation. Il va ensuite dans la section qui lui permet de se téléporter et décide d'aller dans la zone Alamo. Alamo, que l'on a déjà vu dans les précédents enregistrements, semble être une zone corrompue et cauchemardesque dans Valle Verde, où les enfants sacrifiés sont envoyés après le rituel. Cette zone intègre des éléments des jeux auxquels ils jouaient avant leur sacrifice, créant un environnement fragmenté et déformé. C'est parti. To use your compass, press the Start button on your controller and activate it on the Items menu. Bon, revenons sur cette séquence. Le joueur se retrouve dans une zone sombre que l'on commence à bien connaître et au rôle d'une créature que l'on avait également déjà vue dans les précédents enregistrements. Sauf que cette fois-ci, Pietro apparaît. Pietro est un personnage mystérieux qui paraît être un prêtre catholique tentant lui aussi de sauver Mathias, l'enfant argentin piégé dans le jeu. Il se distingue des autres PNJ car il semble avoir une compréhension plus profonde de ce qui se passe réellement dans Valle Verde et possède apparemment la capacité de manipuler certains fichiers du jeu pour aider ceux qui en ont besoin.
Et plus intriguant encore, contrairement aux autres personnages qui semblent corrompus ou manipulés par l'entité malveillante du jeu, le Smiling One, Pietro paraît immunisé à cette influence et représente une force d'opposition, protégeant notamment Mathias et le joueur grâce à sa foi. Dans cette séquence, Pietro apparaît donc et avec lui la première voix humaine de la série. Il dit au joueur de se rendre dans son inventaire et de sélectionner la boussole qui se transforme en chapelet lorsqu'il l'équipe. D'ailleurs, cette transformation du chapelet en boussole dans l'interface du jeu illustre bien comment Valle-Verde mélange symbolisme religieux catholique et mécanique de jeu d'une manière assez unique et troublante. Le chapelet semble représenter à la fois une protection spirituelle contre la corruption qui envahit le jeu et un moyen concret d'aider les personnages à naviguer dans cet univers de plus en plus chaotique. Et effectivement, lorsque la créature lui fonce dessus, le chapelet active un pouvoir de protection qui détruit le monstre tout en insufflant de la vie dans cette zone flétrie. Au pied du joueur se dessine une sorte de médaille de Saint-Benoît, un artefact catholique datant du Moyen-Âge, supposément utile pour lutter contre les démons. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a des lettres écrites dessus, dont CSSML et VRS, qui signifient respectivement que la Sainte Croix soit ma lumière et recule Satan. La médaille lui indique ensuite une direction, mais le joueur décide d'aller tout droit. Après quelques pas seulement, une anomalie le transporte au niveau de ce qui semble être le bord de la map. Mais la médaille lui dit d'aller vers la zone non générée. Quelques instants après, une nouvelle anomalie qui le téléporte au niveau d'un campement créé dans une carrière de cristaux et gardé par un soldat dans une tour, dont les flèches passent au travers de l'avatar du joueur. En avançant un peu, il tombe ensuite sur des personnages non joueurs, qui semble tout droit sorti d'un jeu de stratégie et qui collecte du cristal. Et face au joueur, une porte rouge qu'il décide d'ouvrir.
Ok. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer dans cette nouvelle séquence ? Pas mal de choses en fait. Le joueur arrive donc dans une sorte de zone qui fait office de nœud où l'on voit que les travailleurs utilisent les cristaux pour bâtir toutes sortes de monuments. On peut d'abord voir que le joueur ouvre son menu de téléportation et on remarque que seules 2 destinations sont disponibles. L'Ayuntamiento, qui est un terme général désignant le conseil municipal dans plusieurs pays hispanophones, et puis il y a une destination nommée El Aewum. L'Aewum est un concept théologique complexe, décrit comme un état temporel intermédiaire situé entre l'éternité divine, c'est-à-dire hors du temps, et la temporalité humaine. Plus spécifiquement, dans la pensée scolastique, cette éternité incomplète concernerait spécifiquement la perception du temps par les anges. Nous y reviendrons, mais bien que très mystérieux pour l'instant, cet élément s'avérera particulièrement intéressant par la suite. On y voit une sorte de créature noire faite de cristaux bleus, la créature de lumière que l'on avait vue dans l'enregistrement précédent et qui semblait représenter l'apocalypse nucléaire. Un buste cassé, une tour Eiffel, certainement en lien avec Chloé, la jeune française prisonnière de Valle-Verde, et une horloge. Et face à cette horloge, symbole du temps qui passe, tout comme pour la tour Eiffel, 3 travailleurs pris devant alors que tous les autres sont en train de bosser. Et au centre, une sorte d'aiguille dorée tordue. On reviendra un peu plus tard sur ces différentes constructions. Donc intéressons-nous maintenant à l'interaction avec le personnage dénommé Morpheus Oraculum. Un nom qui peut faire penser à celui de Morpheus, le nom latin de Morphée, la divinité mineure des rêves dans la mythologie grecque. Et à ce stade, il est compliqué d'attribuer une fonction précise à ce nouveau personnage. Mais on apprend quand même quelques éléments intéressants. Déjà, il semble être en charge de toutes ces constructions et que grâce à ce qu'il appelle son œil mourant, il est capable de contrôler les intelligences artificielles qui semblent entièrement sous son contrôle. Ensuite, on peut remarquer que Morpheus semble avoir une conscience qui transcende le jeu. Comme pas mal de personnages non-joueurs croisés jusqu'ici, il semble être totalement conscient des règles de l'univers dans lequel il évolue, et qu'il prospère dans un jeu corrompu par une entité malfaisante. On le comprend principalement lorsque le joueur utilise la commande /info pour obtenir des informations sur Morpheus, et que celui-ci croit par erreur que c'est le nom du joueur. S'ensuit alors une conversation cryptique où on croit comprendre qu'il travaille sur un grand projet, et que pour lui, la perception du temps semble ne pas être régie par les lois physiques du monde réel. Morpheus déclare alors au joueur qu'il devra repasser plus tard, mais consent à lui montrer un avant-goût de ce qu'il prépare en offrant une vision apocalyptique, mettant en scène des sortes de kaiju, des monstres géants. D'ailleurs, cette dernière scène m'a fait penser à Giant God Warrior Appears in Tokyo, un court-métrage japonais produit par le studio Ghibli, dans le cadre d'une exposition au musée d'art contemporain de Tokyo. On peut lire ici et là sur internet que ce court-métrage serait en réalité une sorte de préquel au film d'animation Nausicaa de la vallée du vent, et qui expliquerait ce qui s'est passé 1000 ans avant les événements relatés dans le long-métrage. Je ne sais pas si ça a été confirmé par les studios Ghibli ou non, mais dans tous les cas, on se retrouve une fois de plus avec une vision de ville détruite. Après ça, le joueur sort de la zone et se retrouve face à une porte verte.
Alors, c'était intense et il y a pas mal d'éléments intéressants à analyser. Reprenons la séquence depuis le début. Le joueur se retrouve dans la zone sombre, qu'il a déjà traversée un certain nombre de fois, et tombe sur l'ange doré que l'on avait déjà croisé dans le précédent enregistrement. Cet ange, supposément dénommé Omniel, vient d'Angel Quest, un jeu vidéo développé par un studio français à l'époque de la PlayStation 1, mais qui n'a jamais vu le jour. Dans la partie 2, on l'avait vu se faire attaquer et absorber par d'étranges tardigrades géants. On constate donc qu'il n'a pas été détruit, mais qu'il est emprisonné dans une cage au-dessus de boîtes qui portent le logo d'un chat ressemblant à un des personnages d'un autre mini-jeu que l'on a vu dans le premier enregistrement. Le personnage zoome ensuite sur le robot qui émet le même bruit en boucle. En traduisant ce message sonore en morse, il est possible de déchiffrer le texte suivant. « Apportez un lance-pierre et mettez fin à mes souffrances ». En tentant de sortir de la carte, le joueur se fait instantanément punir et l'écran de Game Over et son message traduit en plusieurs langues que l'on commence à bien connaître apparaît. Rallumez votre console le 22 mars 1997. Une nouvelle anomalie apparaît et le joueur se retrouve sur la place du village. Et là, on peut lire deux choses. D'abord, il est indiqué que cet enregistrement a été réalisé le 21 mars 1997, mais l'encart de l'anomalie fait état des événements du 22 mars. Et comme vous l'avez vu, le rituel commence assez rapidement. La scène est truffée de symboles maçonniques. Les personnages portent des tabliers, on y voit des compas, etc. Le drapeau de l'Argentine est placé sur l'autel, ce qui laisse penser que Mathias est supposé être l'agneau sacrificiel. Mais il n'est pas présent. Une nouvelle anomalie intervient juste après pour nous préciser que ça y est, nous sommes officiellement le 22 mars 1997. Tous les personnages natifs de Valle Verde sont présents et totalement soumis à Foxo, le maire du village dont on avait déjà compris, grâce aux enregistrements précédents, qu'il était une sorte d'intermédiaire entre les personnages non joueurs doués de conscience et les différentes forces et divinités hantant le jeu. Dans leur conversation pré-sacrifice, j'ai vu des références à l'allégorie de la caverne de Platon, qui est, pour faire très simple, une manière imagée d'exposer les conditions d'accession de l'humain à la connaissance du bien au sens métaphysique du terme, ainsi que la transmission de cette connaissance. Cette allégorie bien connue met en scène des humains enchaînés et immobilisés dans une caverne. Ils tournent le dos à l'entrée et voient non pas les objets, mais les ombres des objets qui passent devant cette entrée et sont projetés contre le mur. Ils croient voir la réalité alors qu'ils n'en voient qu'une projection. Bon, peut-être que je suis allé un peu trop loin, mais ça m'a vraiment fait penser à ça. Ito brandit alors un vieux livre sur lequel repose un veau d'or, qui est dans la Bible le symbole de l'idolâtrerie, qui, dans les grandes religions monothéistes, est considéré comme une corruption, une impiété à combattre. Au sein de ce paradigme, le terme est donc devenu péjoratif, ou synonyme de superstition et d'égarement. En revanche, dans les croyances païennes, l'idolâtrerie n'est pas considérée comme un péché, puisque les tenants sont supposés adorer non pas des esprits ou des divinités, mais leurs représentations auxquelles ils sont censés adresser des prières, rendre des grâces, consacrer des sacrifices ou des offrandes. Bref, dans tous les cas, ce n'est pas ça qui va changer grand-chose au destin du docteur Nito, qui va finir, comme vous l'avez vu, entièrement calciné. Avant ça, Foxo fait une référence explicite à Prométhée, figure mythologique grecque qui est surtout connue pour avoir dérobé le feu sacré de l'Olympe pour en faire don aux humains. La créature géante dorée avec une tête de taureau que l'on a déjà vue dans le précédent enregistrement apparaît. Dans les vidéos d'analyse précédentes, on a vu que cette entité taurine dorée semble représenter une force démoniaque majeure. Plus précisément, il pourrait s'agir de Moloch, une ancienne divinité ammonite à qui l'on sacrifiait de jeunes âmes dans des brasiers selon les textes bibliques. Et d'ailleurs, on entend des sortes de cris d'enfants chaque fois qu'elle apparaît et semble s'exprimer en énochien, le langage des anges créé par des occultistes et alchimistes anglais au XVIe siècle. On le voit notamment dire « continue » à Foxo. Certainement parce que cette entité n'a que faire de tout ce cérémonial, et ce qui l'intéresse réellement, ce sont les sacrifices. Sous le drapeau argentin, il n'y a donc pas Mathias, mais Isaac, le robot. On comprend ensuite que cette entité avait conclu une sorte de pacte avec Foxo et son culte. Moloch leur avait visiblement mis à disposition des femmes, supposées leur fournir des vies à sacrifier, mais ces dernières auraient refusé de le faire.
Foxo et les autres cultistes doivent sacrifier des enfants pour cette entité, mais comme Mathias est absent, ils se sont repliés sur Isaac, un substitut robotique. Isaac n'étant pas un enfant, Moloch s'énerve, et le docteur Nito se retrouve sacrifié en attendant que Mathias soit retrouvé. Alors, une fois de plus, peut-être que je vais un peu loin, mais je vois dans cette scène une symbolique assez forte. Déjà, le sacrifice d'Isaac est un épisode biblique de la Genèse, dans lequel Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils Isaac sur le mont Moria. Ici, Isaac est un robot, et il est bien possible que pour Moloch, le robot représente une perversion du sacrifice biblique originel. De plus, on peut voir cette scène et ce rejet violent de cette divinité comme l'impossibilité de tromper le divin avec l'artificiel. D'ailleurs, une fois que le docteur Nito a été sacrifié, il est possible de lire le message suivant en énochien, « Plus de jouets », qui exprime bien, selon moi, le rejet total des substituts technologiques dans le cadre des sacrifices. Isaac est un robot, le docteur Nito est un personnage non-joueur, alors certes doué d'une conscience, mais il reste, lui aussi, une entité artificielle. Et une fois de plus, il y a fort à parier que ce que Moloch veut, ce sont de vrais enfants, comme Mathias. Du coup, le démon disparaît, et on voit une horloge avec ce qui semble être le visage de Benjamin Solari Paravicini, avec un de ses dessins derrière. Comme on l'a vu dans les précédents enregistrements, cet Argentin était une sorte de mystique qui prévoyait assez régulièrement la fin du monde. Du coup, cette horloge, dont les aiguilles se rapprochent dangereusement de minuit, pourrait représenter celle de l'Apocalypse. Une horloge conceptuelle, créée en 1947, peu de temps après le début de la guerre froide, et mise à jour régulièrement depuis par les directeurs du Bulletin of the Atomic Scientist de l'Université de Chicago, sur laquelle minuit représente la fin du monde, c'est-à-dire l'apocalypse. Cette horloge utilise l'analogie du décompte vers minuit pour dénoncer le danger qui pèse sur l'humanité du fait des menaces nucléaires, écologiques et technologiques. Bref, reprenons la suite de l'enregistrement.
Bon, revenons sur ce qui vient de se passer, parce que je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui méritent qu'on s'attarde dessus. Le joueur est de retour sur la place du village, et une fenêtre s'ouvre où il est possible de lire qu'Ito lui propose une nouvelle quête. Ramasser 10 visages en vue de la préparation du carnaval. Alors, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'est le carnaval, mais ça ressemble pas mal à un mot valise constitué des mots carnaval et Baal. Baal qui est un nom divin pouvant désigner tout un tas de divinités des peuples de langue sémitique. Après quelques recherches, il est possible d'apprendre que ce nom signifie seigneur ou maître et qu'il est couramment employé pour désigner une divinité majeure et souvent un dieu de l'orage. Visiblement, des Baals, il y en a environ une vingtaine de versions différentes dans les différents textes sacrés, donc il est assez difficile de savoir à laquelle il est fait référence ici. On entend ensuite clairement le Dr Nito agoniser sur l'ensemble d'icônes de mécanismes qui commencent à devenir vraiment récurrents dans tous les enregistrements. Sur le piédestal, on trouve un mot japonais qui signifie égalité. Quelques secondes plus tard, une nouvelle anomalie et un saut dans le temps qui amène à la date du 26 mars 1997. Et là, c'est difficile de comprendre exactement ce qui se passe, mais on dirait que le joueur se retrouve dans un nouveau jeu de la liste du TH Brain, que l'on n'avait pas encore vu. Il s'agit de Supaplex Ultra, une sorte de version moderne de Pac-Man qui n'a jamais existé. Si Supaplex Ultra semble être une exclusivité du TH Brain, le jeu Supaplex, lui, a bien existé. Il s'agit d'un jeu vidéo d'action et de labyrinthe développé par Thinkware Development et édité par Dream Factory, sorti en 1991 sur DOS et Amiga. Le joueur quitte la partie et retourne dans le menu du TH Brain où sont affichés les différents jeux disponibles et c'est Hexacom qui est sélectionné. Un titre que l'on a déjà vu dans la liste de jeux mais qui n'a encore jamais été lancé. J'ai fait mes recherches et il s'agit là encore d'un jeu fictif qui aurait été développé par Core Design, le studio derrière Tomb Raider qui est d'ailleurs également présent dans la liste du TH Brain. Dans cette séquence, on peut voir que le joueur incarne un certain R. Trevor, un enquêteur qui arrive sur une île artificielle, créée pour l'exploitation de cristaux mystérieux. Hexacom semble particulièrement être affecté par la corruption du TH Brain. Quand le joueur y accède, le jeu détecte immédiatement des anomalies du TH Brain, et une fois à l'intérieur, l'expérience se désagrège rapidement. Le joueur chute à travers différents niveaux, croisant au passage des éléments d'autres jeux, et notamment les étranges créatures volantes et des éléments de la zone Alamo. Dans Hexacom, le joueur découvre l'inquiétante zone de Midas, où se trouvent les robots endommagés et cette espèce de tête géante avec un œil dans la bouche particulièrement flippante. Ce n'est qu'une supposition de ma part, mais Hexacom semble servir de pont entre les différents univers corrompus par le TH Brain, permettant d'observer comment les différents jeux et leurs éléments se mélangent de façon chaotique. Détail intéressant, le joueur survit à une chute grâce à une glissade sur une pente. Et au passage, on remarque que c'est exactement la même manière de glisser que dans Tomb Raider. Le joueur se retrouve ensuite dans une zone particulièrement corrompue avec les caisses de nitro du jeu Crash Bandicoot et où il croise un robot en train de soigner un autre personnage non joueur qui semble mal en point. Il décide donc ensuite de s'aventurer dans la zone Midas, référence à la figure mythologique du même nom connue pour sa richesse. Le joueur remarque la présence d'une créature qui s'est visiblement faite massacrer et on voit qu'un nouveau robot semble monter la garde avec un fusil, mais il ne tire pas sur le joueur. Ensuite, on peut voir qu'il y a pas mal d'autres robots semblables à Isaac un peu partout. Et une fois de plus, on remarque qu'ils semblent totalement épargnés par la corruption ambiante. Il vise la créature avec l'œil dans la bouche et avant de pouvoir tirer dessus, il se fait tuer par une sorte de chien ou de loup. Et il largue de nouveau le joueur sur la map, mais cette fois-ci, il passe directement à travers le sol et chute lourdement sur les carreaux de la mythique salle du temps de Dragon Ball Z, qui était également un des jeux proposés par le TH Brain. Quelques secondes plus tard, un étrange message d'erreur apparaît à l'écran. Il s'agit d'un message codé en Base 64. Un processus de codage qui consiste à coder chaque groupe de 24 bits successifs de données par une chaîne de 4 caractères. Bref, une fois traduit, ça donne le message suivant.
L'humanité ne connaîtra pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec conscience vers ma miséricorde. Les choses continuent d'être très cryptiques et il va certainement falloir voir la suite de l'enregistrement pour espérer collecter de nouvelles pièces du puzzle. Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. As crowds gather before the Vatican in St. Peter's Square, the almost incredible news is released to the world. Pope John Paul I is dead. The announcement is received with a mixture of disbelief, shock, and sadness. John Paul had won the hearts of Catholics and non-Catholics throughout the world, during one of the shortest reigns in papal history. Hailed as a pope of the people, John Paul's death was as dramatic and unexpected as his election 33 days earlier. 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 Là, on commence à rentrer dans le dur. Cette séquence est datée du 2 avril 1997. Le joueur se retrouve face au cultiste en tenue maçonnique et à la créature angélique déjà croisée dans les précédents enregistrements. L'ange fait un drôle de bruit répétitif, et quand on a énormément de temps libre comme moi et qu'on s'amuse à retranscrire les sons en morse, on tombe sur le message latin suivant. Quis ut Deus. Une locution qui peut se traduire par « qui est comme Dieu ». Bon, ça reste globalement dans la thématique globale de Valle Verde, mais en creusant un peu, j'ai découvert que Quid ut Deus était une traduction littérale en hébreu de Michel, et plus précisément du nom de l'archange Michel, qui, dans l'art chrétien, est souvent représenté comme un guerrier angélique, armé d'un casque, d'une épée et d'un bouclier portant parfois cette même locution latine, en train de terrasser le diable. Foxo propose alors aux joueurs de placer l'équerre dans l'église, qui, dans l'imagerie maçonnique, est symbole de discipline, de rectitude, de raison et de droiture. L'équerre est supposé montrer ce qui est droit et juste, et c'est un instrument qui permet de redresser ce qui ne l'est pas encore ou ce qui ne l'est plus. Une fois à l'intérieur de l'église, le joueur ouvre son inventaire et sélectionne l'équerre fumante, et on peut rapidement voir que la description de cet objet n'est qu'une suite de 33 les uns après les autres. Alors, ça fait certainement référence aux 33 jours de pontificat du pape Jean-Paul I, surnommé le pape souriant. Mais d'après moi, c'est peut-être aussi une référence au degré maçonnique. Dans la franc-maçonnerie, il y a différents niveaux, et il se trouve que le 33e degré est en quelque sorte le grade ultime. Bref, une fois que l'équerre a été placée, les piliers que l'on avait vus tout à l'heure apparaissent et un enregistrement annonçant la mort de Jean-Paul I retentit, insistant assez lourdement sur le fait que le règne de ce dernier n'a duré que 33 jours. On voit ensuite tout un tas de silhouettes ressemblant à celles de Pietro se croiser jusqu'à former une sorte de mur de ténèbres enveloppant le joueur. L'écran devient blanc et l'enregistrement se poursuit. Le joueur se retrouve dans la zone de construction que l'on a vue tout à l'heure, mais les travailleurs semblent avoir été remplacés par les silhouettes sombres de prêtres.
On en voit même un ramener ce qui semble être des morceaux de l'ange doré en cage, comme s'il s'agissait de matériaux de construction. Et au-dessus du tunnel, un nouveau message en énoquien, qui une fois décrypté donne « La ciudad de los hombres », la cité des hommes en français. Le joueur se dirige ensuite vers la zone de construction et il est possible de voir deux éléments intéressants. D'abord, il semblerait que le plan de la construction soit un tableau avec une croix représentant le Christ. Après quelques recherches, j'ai trouvé qu'il ne s'agissait pas de n'importe quelle représentation de la crucifixion, mais d'une œuvre d'art assez controversée. Le Peace Christ de l'artiste américain Andrés Serrano. Alors, on ne va pas tourner autour du pot, pour réaliser cette œuvre, Serrano a mis un crucifix dans un flacon et il a mis dedans tous les fluides corporels qu'il avait en lui et il a ensuite pris la photo. Voilà, on est donc sur une œuvre très provocatrice qui se veut être une critique de, je cite, « l'industrie milliardaire du Christ des bénéfices et une condamnation de ceux qui abusent de l'enseignement du Christ pour leurs propres fins ignobles ». Et si on fait bien attention, il y a au-dessus du tableau l'équerre maçonnique, qui comme on l'a vu tout à l'heure, symbolise la discipline, la rectitude, la raison ou encore la droiture. Assez clairement, on a là un symbole iconoclaste assez fort de la déconstruction du sacré. Le joueur bouge ensuite la caméra et on voit de nouveau l'ange et Pietro qui semblent toujours protégés de cette corruption mais qui ont l'air d'être totalement passifs. Le joueur s'approche et on constate que Pietro est désormais habillé comme un pape, j'imagine, et que derrière lui se trouve Mathias, protégé par une espèce d'aura divine. Et là, il y a une vraie question qui commence à se poser. L'entité maléfique qui se propage sur Valle Verde commence à prendre de plus en plus de place. Cette entité semble vouloir Mathias, et seul Pietro et tout ce qui a un lien avec la sainteté sont en mesure de le protéger. On assiste clairement ici à une lutte entre le sacré et une sorte d'intelligence artificielle malfaisante qui se répand sur le monde de Valle Verde. Et je trouve cette dernière scène un peu bizarre. Tout est en train de se déliter et Pietro et l'ange sont juste à côté, protégés par une force divine mais totalement inactifs. Alors, il faut que je vous avoue que je ne connais vraiment pas grand chose aux religions, parce que j'ai évolué toute ma vie en dehors de ça, mais j'ai quand même regardé s'il n'y avait pas des histoires ou autres paraboles qui traitent des affrontements entre le bien et le mal. Et en faisant mes recherches, je suis tombé sur les 2 Corinthiens suivants. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière ? Il n'est donc pas surprenant que ces agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste, mais ils auront la fin que méritent leurs œuvres. Du coup, est-ce que cette représentation de l'archange Michel et de Pietro ne serait pas en réalité sous le joug de l'entité malfaisante, et que donc le piège se serait déjà refermé sur Mathias ? Ou bien est-ce que finalement ça ne serait pas Pablo, le joueur lui-même, qui serait pris pour cible ? Pietro aurait-il déjà été corrompu et ne serait-il pas un simple pantin placé ici pour gagner la confiance du joueur ? Ce ne sont que des suppositions de ma part bien évidemment, mais pourquoi pas ? Voyons justement ce que Pietro a à nous dire. Je pense qu'ici Pietro fait référence à l'arche de Noé et établit une analogie directe. Comme l'arche de Noé au milieu du déluge, les élus, donc Pietro et Mathias, survivront à la corruption numérique qui envahit Valle Verde. Le rocher qu'il mentionne peut faire ici référence à l'église authentique qui résiste face à la corruption maçonnique. D'ailleurs, la mention du grand architecte est particulièrement significative puisqu'il s'agit là d'un terme qui appartient à la fois à la religion ainsi qu'à la franc-maçonnerie. Pietro oppose ici cette figure au simple charpentier, c'est-à-dire Jésus, illustrant le conflit central de Valle Verde entre foi authentique et technologie corrompue. Les odeurs nauséabondes et bêtes impures semblent faire référence aux entités corrompues du jeu, comme les tardigrades ou le taureau doré que l'on a pu voir dans les précédents enregistrements, suggérant ainsi que même dans un environnement totalement corrompu, le salut reste possible.
Dans cette dernière conversation, Pietro mentionne ensuite le chiffre 8, qui rappelle non seulement les 8 survivants du déluge, mais qui pourrait aussi faire référence aux personnes bloquées dans le jeu, suggérant un possible salut pour certains d'entre eux. Alors, pour l'instant, on a connaissance de seulement 5 enfants, auxquels on pourrait ajouter les 2 joueurs qui se relaient, Pablo et Robert. Ce qui fait donc 7 en tout. Et peut-être que Pietro s'inclut aussi dans le groupe. Ou alors qu'une autre personne, dont on n'a pas encore entendu parler, serait également piégée dans Valle Verde. Et c'est la fin de ce dernier enregistrement, puisqu'on voit s'afficher les membres Patreon de cette chaîne YouTube. Enfin non, ce n'est pas tout à fait la fin. Il y a 2 scènes post-génériques. Une pour la version originale en espagnol, et une pour la version sous-titrée en anglais. Les 2 vidéos font 32 minutes, parce qu'Alluvium est un petit malin qui a voulu faire croire que les 2 versions étaient absolument identiques, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Commençons par la scène post-générique de la version anglaise, qui met en scène Fulton Sheen, un archevêque américain que l'on a déjà vu dans les enregistrements précédents, et qui ressemble étrangement au personnage de Pietro. Regardons ça ensemble. I came across a quote from you from 4 years ago, more than that, in which you said that you prayed that you'd drop dead before you were 80 because you probably could not work at full schedule. Thank God your prayers were not answered. But now that you're 84, you're going to try for 90? No. No, please God, I don't want to live that long. The reason I prayed to die at 80 was because I felt that my usefulness would be finished. But it isn't. And so I'm happy to work, and I'm happy to go to heaven, and when I get there, I'll ask the good Lord to send me back after a few days of happiness there to come down to some more work here. Dans cette interview, Fulton Sheen parle de son souhait de mourir à 80 ans, car il pensait que son utilité serait terminée, mais explique ensuite qu'il aimerait, après quelques jours au paradis, revenir sur Terre pour continuer son travail. Et une fois de plus, cette séquence fait écho aux thèmes centraux de Valle Verde, c'est-à-dire la tension entre la technologie et la spiritualité, la question de la vie après la mort, le désir de revenir d'entre les morts et la possibilité de transcender les limites entre monde physique et spirituel. Regardons maintenant la scène post-générique de la version espagnole, qui met en scène Alberto Merlo, un musicien, compositeur et guitariste argentin, décédé en 2012 et considéré comme un artiste particulièrement important dans la préservation du folklore de ce pays. De charlar con don Alberto Merlo, el señor del sur. Yo le hago la misma pregunta que miles de argentinos, don Alberto. ¿Por qué hay tan pocos programas dedicados a nuestra cultura? Ya está casi contestado el hecho de decir miles de argentinos. Bueno, porque realmente eso viene desde muy lejos. El problema de nuestra cultura ya trae más de un siglo en nuestro país. La ocupación de los pueblos, si es a través de la cultura, es la mejor y mayor ocupación que se puede hacer. O sea, penetrar con una cultura distinta y no dejar de desarrollar por su propia cultura, bueno, es una manera de anular ese pueblo. Y a nosotros, indudablemente, pero el país que tenemos, nosotros como nación, nosotros como habitantes de este país, no tenemos un país riquísimo, muy importante, y más en la medida en que sigamos adelante con este mundo así tan intrincado en determinadas cosas, la humanidad se está envolviendo solita en problemas muy graves. Entonces nuestro país, nuestro paisaje es muy rico y entonces muy apetecible. Entonces, ¿cómo copar este país económicamente? ¿Cómo copar su producción en todos los aspectos? Y bueno, primero tratemos de copar la cultura de la población, del pueblo, de la nación. Entonces, una vez copada la cultura de la nación, hacemos del país lo que nosotros queremos. Ce discours d'Alberto Merlo sur l'occupation culturelle fait écho à plusieurs niveaux de lecture dans Valle Verde. D'abord, il résonne lui aussi pas mal avec la thématique centrale de Valle Verde, où une entité technologique étrangère envahit et corrompt progressivement la culture locale et la foi authentique des personnages, particulièrement celle de Mathias, l'enfant argentin.
Une fois de plus, on peut également faire un parallèle avec la transformation de l'église en structure maçonnique. Il s'agit là littéralement de l'occupation d'un espace culturel et spirituel par une force étrangère. Autre élément intéressant, Alberto Merlo mentionne la notion de culture de n'importe qui pourrait faire écho à la façon dont le TH Brain absorbe et déforme indifféremment tous les univers vidéoludiques qu'il rencontre. Et plus globalement, cette dernière séquence d'interview me conforte pas mal dans l'idée que Valle Verde n'est pas seulement une histoire d'horreur technologique, mais que c'est également une allégorie de la résistance culturelle face à une forme d'impérialisme technologique et spirituel. Et voilà, j'en ai terminé avec l'analyse de ce 3e enregistrement. Mais la vidéo n'est pas terminée pour autant, parce qu'en effet, outre les 3 enregistrements disponibles sur la chaîne YouTube, il existe un certain nombre d'autres documents à analyser, qui vous le verrez vont s'avérer absolument déterminants dans notre compréhension de ce qui se passe réellement sur Valle Verde. Alluvium a un Patreon, et je trouve que cette plateforme prend tout son sens pour ce type de créateur. Parce que je pense que c'est important de le rappeler, mais Alluvium est un mec d'une vingtaine d'années qui nous a pondu, en 2 ou 3 ans, une web-série que je trouve absolument magistrale. Alors oui, si on veut vraiment chipoter, Valle Verde a quand même quelques défauts, comme d'ailleurs l'immense majorité des œuvres qui arrivent sur nos écrans. Mais le mec a fait ça tout seul. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail d'écriture et surtout de réalisation, mais moi, je suis totalement estomaqué par ce que ce jeune Argentin a fait tout seul dans sa chambre. Et c'est d'ailleurs ce point-là qui me fascine le plus dans le mouvement de l'Internet Horror. Petscope, les Backrooms, Marble Hornet, The Walton Files, Bois Vert, Local 58, tout ça, ce sont des œuvres 100% indépendantes et réalisées en pure perte. Généralement, les personnes derrière toutes ces séries n'ont qu'une reconnaissance critique et peinent à monétiser leur production et ne vivent donc pas de leur art. Pourtant, et ce n'est là que mon avis, mais toutes ces œuvres éteignent littéralement la plupart des fictions horrifiques issues des canaux habituels de production, qui peuvent parfois coûter des centaines de milliers d'euros et sur lesquels des centaines de personnes travaillent. Si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est que soit vous vous êtes laissé bercer par ma voix et que vous vous êtes endormi, ou alors que vous êtes également fasciné par ces œuvres d'analogue horror. D'ailleurs, je ne vous demanderai pas de vous abonner à ma chaîne cette fois-ci, ni même de me soutenir en laissant un commentaire. En revanche, n'hésitez pas à aller regarder directement les vidéos d'Alluvium, parce que dans mes analyses, je zappe quelques passages, et surtout, abonnez-vous à sa chaîne et laissez-lui un petit commentaire. Il faut vraiment que ce mec soit reconnu à sa juste valeur, parce que même si les vues ne sont pas forcément gage de qualité, il est anormal que si peu de gens soient tombés sur Valle Verde. Et une fois de plus, cette œuvre mérite clairement davantage de reconnaissance. Vous trouverez donc le lien vers la chaîne d'Alluvium en description, donc n'hésitez surtout pas à aller le soutenir. Bref, fin de cette petite parenthèse. Comme je vous le disais, Alluvium a un Patreon, sur lequel il poste parfois des exclusivités et certains documents explicitant l'intrigue de Valle Verde. Il a notamment publié un document qui est un mémorandum écrit par Robert Sattern, en date du 20 décembre 1996. Pour rappel, Robert Sattern est l'un des 2 investigateurs principaux chargés d'enquêter sur le jeu Valle Verde en 1997, aux côtés de Pablo Gutiérrez. Analysons ensemble ce document, qui vous le verrez va nous permettre de comprendre les véritables origines de Valle Verde et du TH Brain. Tout commence en 1991 à l'Institut des sciences et technologies de Shizuoka, au Japon. Le docteur Kunimochi, un scientifique brillant mais profondément marqué par la mort de sa fille Mei en 1989, lance un projet de recherche apparemment innocent, baptisé CWAESA. Cette première étude, qui s'achève en 1993 avec des résultats qualifiés de satisfaisants, n'est que le prélude à un projet beaucoup plus ambitieux, le DPMSL, pour décodage et préservation des langages synaptiques mentaux. Mais voilà, le gouvernement japonais, peut-être déjà méfiant vis-à-vis des idées de plus en plus radicales de Kunimochi, refuse de financer cette nouvelle phase. C'est à ce moment-là qu'entre en scène un personnage clé, Hanzo Nakamura, un ami proche de Kunimochi, qui va organiser une réunion cruciale avec des investisseurs privés. Lors de cette réunion, Kunimochi rencontre Georgi Kostov, qui va littéralement changer le destin du projet. Le mémorandum nous apprend que Kostov, malgré une compréhension très rudimentaire de la technologie, devient littéralement fasciné par la possibilité de visualiser la vie après la mort. Il propose alors un marché faustien à Kunimochi,
Un financement intégral du projet à une condition: pouvoir mener des expériences sur des sujets mourants. Le document nous révèle que cette première phase du projet implique le recrutement de 20 sujets tests, dont le jeune Jan Soog, recommandé par Kostov lui-même. La méthode initiale est relativement peu invasive. Des électrodes de surface sont utilisées pour des sessions d'1 heure, pendant lesquelles les sujets, sous sédation, sont connectés à un dispositif capable d'encoder et de stocker leurs informations neuronales dans une base de données. Mais fin 1995, l'argent commence à manquer. C'est là qu'intervient un autre acteur majeur, Isao Iwasaki, directeur d'Onyxware, une start-up de jeux vidéo qui cherche à se démarquer sur le marché. Iwasaki est immédiatement séduit par l'idée d'un périphérique capable d'approfondir les interactions de manière organique. Il voit dans cette technologie le moyen parfait de lancer le premier titre d'Onyxware, un jeu de simulation de vie intitulé Green Valley, qui deviendra plus tard Valle Verde. Ça y est, le TH Brain est né. Conçu comme un périphérique pour la PlayStation, capable d'augmenter considérablement la puissance de calcul de la console. Plus impressionnant encore, grâce à sa base de données neurologiques extensive, il peut adapter les images en modèle 3D à faible nombre de polygones, générer ses propres séquences, sons, textes, et même étendre les environnements de manière organique, tout en assemblant des énigmes complexes en utilisant des objets du jeu hôte. Et le mémorandum révèle également un aspect fascinant du TH Brain, sa base de données culturelles massives. En plus des données neuronales collectées, le dispositif contient plus de 3000 livres, environ 1500 films, 2500 documents audio et un peu plus de 1000 jeux. Et plus troublant encore, 43 de ces fichiers sont notés comme étant auto-générés par la machine elle-même. La plupart appartiennent à Debugshima, cette île mystérieuse au cœur de Valle Verde, et d'autres sont attribués à une certaine Lydia. Lydia qui, au passage, pourrait peut-être être la 8e personne dont nous parlions tout à l'heure. Bref, le document révèle également que les développeurs ont créé une bibliothèque virtuelle robuste, composée principalement de textes du domaine public, enrichis de chansons et de films pour combler les lacunes dans les données. Mais le plus fascinant est la mention de fichiers ayant une signification culturelle pour les participants, qui ne devaient à la base pas faire partie de la version commerciale. On a donc ici la confirmation que le TH Brain n'était donc pas limité à Valle Verde. Il contient des jeux PS1 complets, des démos et même des jeux inachevés comme le mystérieux Angel Quest. Le document révèle que ces jeux servaient d'environnement d'apprentissage pour l'IA et que chaque enfant avait ses préférences. Oliver jouait à Angel Quest, Chloé était fan de Tomb Raider, Kazuya passait son temps sur Circuit Beat et Cybersled, et Mathias, quant à lui, préférait Kyoro-chan. Cette bibliothèque de jeux n'était donc pas qu'une collection, c'était un réseau d'univers interconnectés, où les consciences des enfants pouvaient naviguer. Le mémorandum mentionne même que Foxo, l'inquiétant maire de Debugshima, passait du temps sur Civilization, suggérant que les IA du système pouvaient elles aussi jouer. Mais les investisseurs, Iwasaki en tête, ne sont pas satisfaits. Ils exigent une collecte de données plus approfondie. Sous cette pression, Kunimochi fait une proposition qui changera tout. Utiliser une méthode théorisée dans le projet CWA-ESA initial, impliquant une intervention chirurgicale directe sur le cortex préfrontal des sujets. Cette nouvelle procédure est radicalement différente. Les sujets sont placés sous anesthésie générale pendant 8 heures, dont 7 consacrées à la collecte de données. Mais le plus troublant est la manipulation de la perception temporelle. Le dispositif peut synchroniser la vitesse de traitement des sujets avec sa propre vitesse de calcul. En d'autres termes, 8 heures dans notre monde peuvent être vécues comme des jours, voire des mois dans l'esprit des sujets connectés. Évidemment, face à cette escalade, la plupart des sujets tests initiaux se retirent du projet. C'est alors que commence la phase la plus sombre, le recrutement international et presque clandestin de nouveaux sujets. Tous des enfants présentant des vulnérabilités particulières. Mathias Crespo, un jeune argentin malentendant et incapable de s'exprimer oralement. Chloé, une jeune française atteinte d'un cancer du poumon en phase terminale. Oliver O'Reilly, un Irlandais lui aussi mourant. Et Kazuya Murakami, un japonais de 17 ans présentant des malformations congénitales dues à une exposition aux radiations post-Seconde Guerre mondiale. Le 5 décembre 1996, lors de la 3e session avec le nouveau protocole, l'impensable se produit.
Jansug, qui n'avait montré aucun effet indésirable lors des sessions précédentes, est victime d'une arythmie fatale. Mais ce qui suit dépasse l'entendement. Pendant que l'équipe médicale tente désespérément de le sauver, le TH Brain refuse catégoriquement toute tentative de déconnexion des autres sujets. Plus perturbant encore, le cerveau de Jansug continue d'émettre des données pendant 9 minutes après sa mort clinique. C'est à ce moment-là que Kunimochi, sous la pression de l'interrogatoire, révèle un secret glaçant. Des années plus tôt, sous la menace constante de Kostov de retirer son financement, il avait intégré dans le code une instruction conditionnelle. Une fonction qui était conçue pour détecter les signes vitaux d'un sujet mourant et maintenir ses fonctions cérébrales actives aussi longtemps que possible, prolongeant effectivement sa durée de vie fonctionnelle de quelques minutes post-mortem. Et je trouve que cette révélation jette une lumière nouvelle et terrifiante sur tout ce que nous avons vu dans les 3 premières parties de Valle Verde. Le TH Brain n'est pas qu'un simple accessoire de jeu vidéo, mais une tentative désespérée de créer un pont entre la vie et la mort. Et les références constantes à la résurrection, à la vie éternelle dans le jeu prennent désormais tout leur sens. D'ailleurs, la dégradation progressive de l'environnement du jeu pourrait être liée à cette fonction cachée du TH Brain, activée par la mort de Jansug. Le système, conçu pour capturer l'essence d'un esprit mourant, a peut-être commencé à corrompre sa propre base de données, dans une tentative désespérée de préserver la conscience de Jansug. Du coup, la présence massive de symboles religieux dans Valle Verde n'est plus seulement thématique, mais profondément structurelle. Le jeu est littéralement devenu un purgatoire numérique, un espace liminal entre la vie et la mort, où les consciences des enfants sont prisonnières. Et peut-être même que cette créature, qui exige des sacrifices, pourrait être une manifestation de la fonction conditionnelle de Kunimochi, cherchant perpétuellement à reproduire les conditions de sa première capture d'une conscience mourante. Et le personnage de Pietro, qui semble immunisé contre la corruption et capable de manipuler les fichiers du jeu, pourrait représenter une forme de résistance du code originel contre cette fonction parasite. Du coup, le mémorandum soulève autant de questions qu'il apporte de réponses. Les différentes zones du jeu pourraient-elles correspondre à différents niveaux de préservation de la conscience, expliquant pourquoi certaines sont plus corrompues que d'autres. L'investisseur bulgare était-il vraiment intéressé par la vie après la mort ou poursuivait-il un autre objectif ? Son insistance à faire participer Jansug au projet prend un aspect particulièrement sinistre à la lecture de ces événements. Et note, l'intelligence artificielle qui s'est isolée dans les profondeurs du jeu pourrait-elle être une fusion des consciences préservées des premiers sujets tests ? Et plus généralement, le jeu était-il conçu dès le départ comme un véhicule pour ses expériences sur la conscience, ou sa corruption n'est-elle qu'un effet secondaire imprévu ? Pour répondre à toutes ces questions, il faudra attendre le prochain enregistrement. Mais la note finale du mémorandum est peut-être la chose la plus glaçante de ce document. Robert Sattern évoque la nécessité de prévoir, je cite, un camping-car modifié pour accueillir les 4 sujets, au cas où ils devraient être transportés sans les déconnecter. Cette image, 4 enfants prisonniers d'une machine qui refuse de les libérer, transportés à travers le Japon dans un véhicule médicalisé, est peut-être la plus terrifiante de toutes. Pour conclure, ce mémorandum nous montre que la véritable horreur de Valle Verde ne réside pas dans ses glitches ou dans ses images dérangeantes, mais dans la froide réalité de son origine. Des hommes prêts à sacrifier des enfants vulnérables sur l'autel du progrès technologique et de leurs obsessions personnelles. Et voilà. La seule chose qui nous reste à faire maintenant est d'attendre la prochaine et sûrement dernière partie de Valle Verde. Je vous avoue que j'ai excessivement hâte de connaître le dénouement de cette histoire. Je ne vais rien vous spoiler, mais d'après ce que j'ai pu voir sur le Discord et sur le Patreon de Valle Verde, la suite risque d'être réellement grandiose. Mais pour l'heure, tout ce qu'il nous reste, ce sont des théories. La date du 22 mars 1997 est passée, et c'était en réalité le jour du sacrifice promis à Moloch. Mais comme on l'a vu, le robot Isaac et le docteur Nito ne semblaient pas convenir au démon et le rituel a échoué. La question qui se pose alors est donc de savoir ce qui se passerait si Mathias venait à être capturé et sacrifié. Les références constantes au chaos de Dieu dans les prêches suggèrent assez clairement un jugement final imminent. Et la présence de l'archange Michel, traditionnellement associé à la fin des temps, n'est pas anodine.
Son message en morse, qui est comme Dieu, pourrait être un dernier avertissement avant la catastrophe. Et Mathias, le seul enfant ayant résisté grâce à sa foi, pourrait donc jouer un rôle crucial. Sa connexion avec Pietro, protégé par l'ange, suggère une possible rédemption, et le rejet du sacrifice robotique d'Isaac pourrait indiquer que seule une âme pure peut sauver les autres enfants. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas trop pourquoi, mais Pietro, je le sens pas vraiment en fait. L'image de sauveur qui lui colle à la peau depuis les premiers enregistrements me semble un peu trop évidente. En revanche, on sait maintenant que le TH-Brain est capable d'étudier la mort. La fonction secrète, implémentée à la demande de l'investisseur Kostov, pourrait donc être la clé, et les 9 minutes d'activité cérébrale post-mortem de Jansung pourraient avoir créé une faille entre notre monde et un au-delà numérique. Et d'ailleurs, est-ce que le Smiling One, dont on nous a beaucoup parlé dans les 2 premiers enregistrements, pourrait être une version corrompue de la conscience de Jansung, le premier enfant mort? Les 9 minutes de données collectées après sa mort auraient créé une entité hybride, ni vivant ni morte, cherchant à attirer d'autres âmes dans son domaine. Et ce n'est qu'une supposition de ma part, mais la cérémonie mentionnée par Note, dans le 2e enregistrement, pourrait être une tentative de fusion totale entre le monde réel et virtuel. Les 10 visages recherchés représenteraient 10 sacrifices nécessaires pour compléter ce mystérieux rituel. Isaac ayant été rejeté comme substitut, Pablo lui-même pourrait être visé comme 10e sacrifice. De plus, les indices sur l'implication de l'institut de Shizuoka, les motivations de Kostov et la présence d'éléments maçonniques suggèrent un complot plus vaste. En effet, la technologie du TH-Brain pourrait avoir été développée non pas pour le divertissement, mais comme une tentative d'atteindre une forme de transcendance artificielle. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, la conclusion de Valle Verde promet d'être à la hauteur de l'incroyable construction narrative des 3 premières parties. Une conclusion qui pourrait bien redéfinir les limites entre technologie et spiritualité, entre réalité et virtuel, entre vie et mort. J'espère que cette vidéo d'analyse vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos théories en commentaire et à me dire si, d'après vous, je suis passé à côté d'éléments intéressants. Et une fois de plus, j'insiste un peu dessus, je compte sur vous pour aller inonder les commentaires d'Alluvium et de lui donner tout le soutien qu'il mérite. Le lien vers sa chaîne est en commentaire, comme celui de son Patreon, alors n'hésitez pas. La prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne sera un gros morceau et j'espère pouvoir vous la sortir le plus rapidement possible. Merci à toutes et à tous pour votre soutien et surtout prenez soin de vous. À bientôt.